Bonjour à toutes et à tous. Après 2 tentatives infructueuses sous la direction du président Patrice Talon, la Constitution du 11 décembre 1990 a finalement fait peau neuve. Dans la nuit du 31 octobre, au petit matin du vendredi 1er novembre dernier, la loi fondamentale béninoise a été retouchée par les 83 députés au Parlement. En procédure d'urgence, ces derniers y ont introduit de nouvelles dispositions qui nourrissent depuis peu la polémique dans la cité. De la limitation du nombre de mandats des députés au parrainage des élus, sans oublier la création d'un poste de vice-président et l'organisation de la vacance du pouvoir, les débats sont ouverts depuis dans les rues, dans le milieu politique et dans le monde universitaire. Aussitôt voté, aussitôt validé par la Cour constitutionnelle et promulgué par le président de la République. À la case départ, l'organisation des élections dites exclusives et par la suite la tenue du dialogue politique du 10 au 12 octobre à Cotonou sans les poids lourds de l'opposition. La réforme n'est pas que constitutionnelle au Bénin. Les 83 députés ont aussi doté le pays d'un nouveau code électoral avec des innovations toujours à polémique. Sur cette tribune spéciale, nous ouvrons nos antennes à un spécialiste du droit constitutionnel. Il se réclame constitutionnaliste de terrain et non des livres exclusivement. Professeur Joël Aïvo, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour cette émission spéciale. C'est un plaisir et un honneur d'inaugurer votre plateau à l'occasion de ce débat crucial qui engage notre pays et son avenir. Merci. Et pour conduire donc cette émission spéciale, j'ai à mes côtés mon collègue Landry Salalo. Landry, bonjour. Bonjour, Benjamin Nouraïnaoum, professeur Joël Aïvo, bonjour. Bonjour, M. Salalo. Vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public, expert constitutionnel des Nations Unies de la République centrafricaine. Vous présidez actuellement l'association béninoise de droit constitutionnel, professeur Joël Aïvo. Vous n'aurez plus, disons, cette occasion au cours de vos déplacements, la fierté d'évoquer la longévité de la constitution de votre pays, celle du Bénin, comme la douane des constitutions en Afrique. Elle a été modifiée par les députés de l'Assemblée nationale. Dites-nous, professeur, quelles étaient les insuffisances de façon globale contenues dans la constitution de 1990? Non, c'est cela, non, vous faites bien de reposer cette question de savoir ce qui était reproché à la constitution de 1990. De ce que je sais, et de ce que j'ai entendu de la part des acteurs politiques, je dis même au niveau des populations, il n'a jamais été reproché à cette constitution de nous avoir conduits, comme c'est le cas dans certains pays, à la guerre. Cette constitution ne porte pas la charge de nous avoir installés dans une instabilité politique ou de nous avoir conduits, comme ce fut le cas au Niger en 1995, dans un blocage institutionnel. La constitution de 1990, comme je l'appelle affectueusement la constitution Glélé, cette constitution ne nous a pas conduits à la guerre civile comme en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, en 2010, la révision était presque sur toutes les lèvres au niveau des hommes politiques parce que cette constitution avait la charge symbolique d'avoir installé la Côte d'Ivoire dans une zone de turbulence. Et la constitution béninoise n'a été l'objet ni d'une guerre, ne nous a pas conduit dans l'instabilité. Et donc, au fond, sur la Constitution, il y avait deux choses, globalement. Des points qu'on peut considérer comme étant consensuels, à minima, sur lesquels presque tous les acteurs sont d'accord, et d'autres qui varient d'un acteur à un autre, et sur lesquels nous n'avons jamais réussi à faire consensus. Donc, en gros, cette Constitution, il faut le dire, il ne faut pas être fatigué de le dire, elle nous a installé, elle a installé notre pays, elle a fait entrer notre pays dans la modernité constitutionnelle et nous a garanti presque 30 ans de stabilité. Mais avec des insuffisances. Absolument, il n'y a pas de constitution sans insuffisance dans le monde. Même les constitutions qui n'ont jamais été révisées, comme celle du Japon ou comme celle du Mali et la nôtre, présentaient toujours des failles qui sont dans la pratique corrigées au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a des instruments, il y a des juridictions qui permettent
d'atténuer, d'installer et de pallier aux insuffisances d'un texte. Un texte, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. Est-ce qu'il fallait continuer avec ces insuffisances ou bien apporter quand même quelques corrections? Non, le principe de la révision n'a jamais été refusé, on va dire recusé. Mais je dis une chose que j'ai toujours enseignée partout. Une constitution, on n'est pas obligé de la réviser. Je dis la révision n'est pas un objectif, un peu comme le sentiment que j'ai eu à la suite de cette dernière révision de gens qui sont soulagés enfin d'avoir attenté à la virginité de cette constitution. J'ai entendu beaucoup d'hommes politiques et je suis vraiment surpris. J'ai entendu beaucoup d'hommes politiques dire le mythe est tombé, comme si l'objectif final n'était que ça et non pas, on va dire, faire progresser davantage le pays dans la démocratie. Donc, on peut ne pas réviser une constitution. Sur la nôtre, on savait ce qu'il y avait à faire. Mais ce qu'on recherchait... Dites le nom. Non, ce qu'il y avait à faire. Oui. M. Naoum, ce qu'il y avait à faire... Oui. Moi, je ne suis pas mandaté par les Béninois pour indiquer. Je n'ai pas la potion magique pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est justement ça qui a manqué. C'est ce dialogue, c'est ce consensus autour de ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, ce qu'il ne faut jamais faire pour fissurer l'édifice et pour laisser entrer le lézard, au fond. Donc, c'est le consensus qu'il faut, la méthode qu'il faut, et de dégager quelques points, parce que ne nous déclarons pas malheureux. On n'a pas une constitution qui nous a créé des problèmes. Donc, je veux dire, réviser n'est pas si urgent. Et d'ailleurs, c'est très important. Cette constitution ne nous a jamais empêché de nous développer. Contrairement à ce que j'entends, une constitution n'a pas vocation... Mais c'est ce qui a été toujours avancé dans sûr, l'opinion. Oui. Que cela nous empêche de concrétiser des acquis économiques. Je vous connais extrêmement fin. Oui. Ne vous fiez pas à ce qui se dit pour justifier ce qui a été fait. Pour ce joueur là, parlons des insuffisances de la Constitution de 90. Il était par exemple dit qu'entre le premier et le deuxième tour pour la présidentielle, c'était 15 jours. Il y avait quand même une certaine unanimité de dire quand même qu'il fallait organiser le deuxième tour après la proclamation des résultats. Est-ce que ce n'était quand même pas une faille qui nécessitait par exemple qu'on puisse toucher à cette Constitution? C'est pas faux, M. Salanon. C'est pas faux, c'est vrai. Mais une révision constitutionnelle aurait pu permettre. Et on est presque d'accord que ça faisait partie des points, je crois, d'ailleurs soulevés et par la société civile, et par le juge constitutionnel, et par les acteurs politiques. On est bien d'accord. Mais, ne l'ayant pas fait, avons-nous souffert de cette imprécision normative? Est-ce que, ne l'ayant pas fait, nous avons eu des problèmes? Non. Et pardon de le rappeler, je l'ai toujours dit. Ne l'ayant pas fait, il y a eu un interprète de la Constitution. Le juge constitutionnel, à l'époque, avait offert l'interprétation qui a permis de pallier cette insuffisance. Ça veut dire quoi? Une fois que l'occasion se serait présentée, il faudrait le corriger et préciser le texte. Donc, on est bien d'accord sur cet aspect, comme sur bien d'autres. Alors, vous dites que ce n'est pas nécessaire d'aller à la révision de la Constitution parce que ce n'est pas un souhait qu'on devrait normalement exprimer, parce qu'on n'a pas eu d'empêchement, en réalité, dans la pratique démocratique de notre pays. Mais voilà que certains ont décidé et sont allés jusqu'au bout de la révision de la Constitution. Selon vous, pour réviser, qu'est-ce qu'il fallait faire? Deux choses, au moins. Deux choses, au moins. Et quand je parle de deux choses, je ne vous parle pas de ce que un universitaire comme moi, un juriste aurait proposé. Il y a deux obligations non négociables. Parce que vous dites que vous êtes un constitutionnaliste de terrain. Non, j'ai la chance. Franchement, j'ai la chance, je remercie le Seigneur, d'avoir été sur des théâtres d'opération, d'avoir été sur le terrain, d'avoir vu des choses qu'à mon âge, les yeux que j'ai ne devraient pas voir. J'ai la chance d'avoir participé au rétablissement de l'ordre démocratique dans beaucoup de pays, d'avoir aidé au rétablissement de la paix, et pour le compte des Nations Unies, et pour l'Union africaine, et parfois pour la CEDEAO. Donc, je parle d'abord par devoir. Ce que je vous dis, je le dis vraiment par devoir. Parce que je réfléchis toujours à la manière dont je peux payer à ce pays la dette que j'ai à son égard. C'est pour ça que les quelques trophées de guerre que je peux ramener sur le terrain, ce que j'ai vu, non plus dans les livres, non pas ce que je pense dans ma tête, je fais profiter pour que notre pays
puisse éviter les erreurs qui ont été faites ailleurs et qui ont coûté très cher à ces pays. Deux choses, je disais. Ouais. D'abord, il y a une obligation juridique. C'est conduire le processus de révision de la Constitution en respectant les dispositions de la Constitution. Ça veut dire que réviser la Constitution, il y a une obligation juridique qui pèse sur le Parlement de respecter la procédure et toute la procédure. Première obligation. Deuxième obligation, c'est une obligation d'ordre jurisprudentiel. L'obligation d'ordre jurisprudentiel a été édictée par plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle qui expliquent clairement que désormais, le consensus, ce n'est pas une commodité. Le consensus est une obligation et que toute révision de la Constitution doit au préalable requérir le consensus établi dans la décision du 8 juillet 2006, à l'époque par le professeur Madame Ouensou, professeur Ouensou, perd son âme, et plus tard, la Cour constitutionnelle avec Robert Dossou précisera le consensus. Donc, deux obligations, les obligations d'ordre technique, de respect de la procédure, et deuxième obligation, c'est l'obligation jurisprudentielle du respect d'un minimum de consensus. J'ajouterai ceci. Et c'est pas moi qui parle. Je connais beaucoup d'acteurs de la majorité actuelle autour du président qui avaient dit, proclamé et presque emporté la conviction de nos compatriotes que pour réviser, même une virgule, c'est-à-dire pour déplacer une virgule d'un point à un autre. Vous parlez de qui? Non, je parle tout le monde. Je parle d'acteurs clés de la majorité qui ont dit que pour qu'une virgule bouge, il fallait débattre. Virgule, débattre. Aujourd'hui, il y a près d'une cinquantaine d'articles qui ont été réécrits sans débat, sans consensus, un passage en force, en violation, pour moi, d'abord de la première obligation juridique de respecter la procédure de révision, et deuxième, le consensus. Ni l'obligation juridique n'a été respectée, encore moins le consensus. Alors, professeur Joël Aïvo, vous savez, il y a une notion qui a toujours fait aussi polémique, la compréhension du consensus. C'est vrai, il y a peut-être une multitude de décisions là-dessus. Est-ce que vous, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait comprendre par consensus? Parce que c'est quand même une certaine notion sur laquelle beaucoup essaient quand même de polémiquer, professeur Joël Aïvo. Je dis tout à l'heure, le consensus n'est pas une commodité. Ce n'est pas un objet cosmétique. Le consensus, ce que le juge constitutionnel a entendu dire, c'est qu'il y a un minimum d'entente. Il ne s'agit pas d'empêcher le président de la République d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu. Il ne s'agit pas non plus d'empêcher les parlementaires d'exercer les compétences constitutionnelles qui leur sont dévolues. Il s'agit, dans la société, parce que depuis 1990, nous avons établi une société de consensus, de compromis, qui stabilise le pays, qui nous apporte la paix. Et donc, pour faire un pas sur ce que l'on considère comme étant notre pacte social, parce que cette constitution, je vous le dirai après, il n'est pas sorti du congrès d'un parti politique, ce n'est pas les statuts d'un parti politique, ce n'est pas le règlement intérieur d'un parti politique, c'est le produit de notre génie commun. Donc, le juge a considéré que pour réviser cette constitution, il faut qu'il y ait un minimum d'entente sur les éléments à réviser entre les acteurs de la société. Peut-être les acteurs de la société civile, mais aujourd'hui, c'est la mode de dire que la société civile ne se mêle pas de politique. Mais autrefois, elle a beaucoup contribué à stabiliser ce pays. Donc, c'est ce minimum d'entente et sur les éléments de fond et sur le temps de la révision que la Cour constitutionnelle a opposé au Parlement en 2006. Et pour moi, ce n'est pas une question de 2006, ça reste encore davantage d'actualité, d'autant que nous sommes dans un pays, je n'ai pas peur des mots, un pays qui est divisé. Vous avez des factions qui se regardent en chaîne de faïence et il faut absolument réconcilier. Et le consensus aurait aidé à cette réconciliation, à cet apaisement que tout le monde souhaite. Alors, professeur Joël Aïvo, vous dites qu'il n'y a pas eu de débat, qu'il n'y a pas eu de consensus. Je trouve quand même que c'est un peu excessif, d'autant plus qu'il y a eu un dialogue.
regroupant des acteurs, même si on dit que ce sont des acteurs d'un même clan, il y a d'autres quand même qui se sont ajoutés à ce clan-là pour opérer ce dialogue politique dans notre pays. Monsieur Naou, je ne vais pas tourner autour du pot. Oui. Je vous dis exactement ce que j'ai dit ailleurs. Le dialogue qui a été convoqué par le président de la République, qui était un souhait de nous tous, parce qu'enfin, il va falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on attaque les vrais enjeux du pays. L'éducation des enfants. Je vais dans beaucoup d'écoles depuis quelque temps, l'éducation des enfants, les problèmes de santé, les hôpitaux, c'est des enjeux. L'assainissement, il y a beaucoup de problèmes. L'agriculture, l'économie fondamentale. Voilà. Cependant, moi je considère que la paix aujourd'hui, la réconciliation entre les acteurs est indispensable. C'est pour ça que j'ai poussé moi-même, personnellement. Je l'ai plaidé partout. L'ouverture, la réconciliation. J'ai souhaité de tout mon cœur que le président accepte, en tant que père de la nation, d'ouvrir le pays à tous ceux qui sont sortis, qui viennent. Qu'ensemble, on se mette à refaire notre pays. C'est pour ça que le dialogue, je n'étais pas opposé par principe. Mais ce dialogue, tel qu'il a eu lieu, il n'est pas inclusif. M. Naoum, il n'est pas inclusif. Il y a à ce dialogue un certain nombre de têtes, de personnalités clés. On ne peut pas nier le poids, le rôle, la présence de certaines personnalités dans notre vie. Les anciens présidents n'y étaient pas. Les leaders de l'opposition n'y étaient pas. Joël et Yvonne n'y étaient pas. Non, j'ai pas besoin, j'ai pas vocation à y aller. Non, j'ai pas vocation à y aller. Mais ceux qui font le débat politique ont vocation à y aller. Les anciens chefs d'État, les leaders de l'opposition, les leaders clés de l'opposition n'y étaient pas. La société civile. Je suis en désaccord avec le gouvernement qui pense que la société civile n'a rien à voir sur des thématiques comme ça. Et pourtant, notre histoire enseigne que la société civile a poussé beaucoup vers la démocratie. Et enfin, il y a des acteurs clés, des acteurs historiques de la paix dans ce pays. Les chefs traditionnels, notamment le clergé catholique, qui n'y étaient pas. Donc, je considère que, malheureusement, on a raté une occasion de sortir notre pays de l'impasse. Et c'est pour ça que, comme dans sa composition, le débat n'était pas, le dialogue n'était pas inclusif, immédiatement, le dialogue a été rattrapé par les polémiques sur ce qui a été retenu et ce qui n'a pas été retenu, qui a été floué, qui n'a pas été floué, et au fond, sur les recommandations du dialogue, il y a polémique. Peut-être avant qu'on revienne de façon plus détaillée sur l'issue de ce dialogue politique, on avait entendu le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Orunla, dire qu'un dialogue politique concerne exclusivement les acteurs politiques. Ce n'était pas la question de la société civile. Votre réaction sur ça, a-t-il raison ou pas? Non, il a tort. Il a tort. Et en le voyant à la télévision, j'ai une idée à peu près de l'âge qu'il a. Et donc, pour moi... Est-ce que c'est lui, personnellement, qui a tort? Il porte la parole d'un gouvernement? Non, non. Vous me parlez du porte-parole du gouvernement, mais au-delà du porte-parole du gouvernement, je pense que l'idée est fausse de croire que le dialogue politique ne doit réunir que des acteurs politiques. Nous n'avons pas fait ça à la conférence nationale. Et d'ailleurs, le succès qu'on a eu, c'est parce que ce débat, cette assise était vraiment historique et inclusive. Cette fois-ci, il ne l'est pas. Et de déclarer comme ça que quelques partis politiques seraient définitivement représentatifs des forces vives du pays, c'est une erreur historique. Et c'est pour ça que on ne sera jamais fatigué de continuer à plaider que le gouvernement comprenne que le pays ne repose pas que sur 2-3 piliers. Notre pays, ce n'est pas ce que l'on voit d'assez artificiel, de quelques partis politiques artificiels, coupés complètement de la base de l'opinion, sans onction populaire. Notre pays repose sur plusieurs autres réacteurs. Il ne faut pas les ignorer. Si l'on veut sortir, si l'on veut aller à la paix, si l'on veut réconcilier, si l'on veut apaiser, il faut écouter, il faut ouvrir et laisser tout le monde participer à l'animation de ce débat. Je pense sincèrement, Monsieur Salanon, sur cette question, le gouvernement a tort et je suis en désaccord profond avec le gouvernement sur le fait que les affaires du pays ne concernent que quelques-uns qui se réunissent et qui décideraient de tout sans concerter
sans concertation, sans débat, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ma conception, en tout cas, de la vie publique, et ce n'est pas ma conception de la gestion des affaires publiques. Alors, vous êtes contre ce dialogue qui a été organisé. Après, on a fait quand même la réforme constitutionnelle en prenant appui sur ce dialogue et même en procédure d'urgence. Il paraît que vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas faire vite dans la révision de la constitution d'un pays. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que... Il y a des urgences. Il fallait y aller, selon les gouvernants. Non. Vous savez, le constituant béninois a distingué dans la Constitution plusieurs catégories de lois. Il y a les lois sous nom générique, donc loi ordinaire et loi organique. Et il y a la loi constitutionnelle. Jamais, jamais, le constituant, celui qui a écrit la Constitution, n'a entendu confondre loi ordinaire, loi organique et loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle est au sommet de la hiérarchie au niveau des lois. La loi constitutionnelle, la loi référendaire, la loi organique et la loi ordinaire. Donc jamais on ne peut confondre la loi constitutionnelle à la loi organique. Or, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a prévu la procédure d'urgence que pour la dernière catégorie, c'est-à-dire la loi ordinaire, jamais pour la loi constitutionnelle. Alors, pour moi, un des points sur lesquels je pense que si le juge constitutionnel avait été un peu vigilant, s'il avait voulu être vigilant, il aurait parfaitement. Puis, il aurait pu arrêter la révision, ne serait-ce que sur un plan purement technique, c'est-à-dire la procédure de révision qui a été utilisée. Mais au fond, je vous ai dit que je ne parle pas de voix parce que, à vrai dire, en voyant faire, en écoutant, je crois que le Parlement est très peu préoccupé par la forme juridique de ses actions. Le Parlement a l'assurance, de toutes les façons, qu'il est en terrain conquis, il fait ce qu'il veut, que ce soit conforme ou pas. Cette procédure, elle n'était pas conforme et je sais qu'à l'intérieur, des gens, ceux qui connaissent un peu le droit, ont dû le dire que cette procédure n'est pas réservée à la révision de la Constitution. Mais je ne suis pas contre la révision que pour ça. Je suis contre... vous permettrez que je le dise comme je le pense. Oui. Allez-y. Parce que, comme je vous le dis, je vous le disais tout à l'heure, notre Constitution, la Constitution de 1990, oui, elle n'est pas... c'est pas le test d'un parti politique. Si vous voulez, pour terre à terre, pour que nos compatriotes comprennent, ce n'est ni les statuts des FCBE, ni les statuts du Bloc républicain, encore moins le règlement intérieur de l'Union progressiste ou du PRD. La Constitution du Bénin n'est sortie d'aucun congrès de parti politique. J'ai dit, c'est le produit de notre génie commun. Au-delà de ça, cette Constitution qui a été révisée comme elle a été révisée, M. Naoum, M. Salanon, la Constitution, elle porte, je dis, la sueur de chacun d'entre nous. Elle porte même, plus grave, les traces de sang de certains de nos compatriotes qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie. Mieux encore, la Constitution de 90, parfois vous avez des formules à l'intérieur de cette Constitution qui ne sont pas des formules de savants. Ce ne sont pas des formules proposées par Maurice Clélet, par Robert Dossou, par Théodore Hulot. Ça vient d'où? C'est des formules parfois qui sont sorties des casernes lors de la présentation de l'avant-projet de Constitution. C'est des formules qui ont été suggérées par des citoyens sous un arbre, dans des villages, et dont Maurice Clélet et sa commission avaient l'obligation d'intégrer dans la Constitution. Donc, il ne peut pas revenir, permettez que je le dise comme je le pense, à un groupe de militants de partis politiques, à l'exclusion des autres, dans le dos du pays, de réécrire derrière le peuple qui a adopté sa Constitution, de réécrire la Constitution qui est le pacte fondateur de notre République depuis 1990, de réécrire intégralement, de presque, pas tout changer, presque 50 articles, sans débat, sans consensus, quelques militants de partis politiques.
des députés à l'Assemblée nationale. Bien sûr, qui sont militants, Ouais. de deux partis politiques qui, eux seuls, à l'écart, prennent la responsabilité en écartant le peuple, en le gardant bien loin de la procédure, en ne débattant avec personne. Deux choses. Monsieur Naoum, je regarde beaucoup ce qui se passe dans le monde. La procédure de révision qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, c'est probablement, et je pèse mes mots, c'est probablement le processus de révision le plus long que j'ai jamais vu. C'est le processus de révision le plus obscur. Et c'est le processus de révision le plus opaque. Le plus long, pourquoi? Il a commencé le 31 octobre et a pris fin le 12 novembre. Le 31 octobre, personne ne pouvait vous dire où est la proposition de loi de révision constitutionnelle. Le test. Le test. Lorsque le Parlement l'a voté, le 1er, dans la nuit, au petit matin, si vous voulez, le 1er novembre, personne ne pouvait non plus avoir une certitude de ce qui a été voté. Lorsque le 7 novembre, le président de la République annonce qu'il a promulgué, personne non plus ne pouvait attester de ce que le président a promulgué. Ce n'est que le 12 novembre que le test est rendu public. En faisant comme ils l'ont fait, ils ont alimenté, malheureusement ou heureusement, l'idée qu'il y avait une révision continue sur plusieurs jours et qu'il y avait une forme d'officine quelque part qui continuait à taper cette révision sur un ordinateur quelque part. Ce sont quand même des déclarations graves. Non, c'est pour ça que je vous dis... Même monsieur, si c'est un débat qui a été mené au Parlement tard la nuit, vous ne pouvez pas dire que le document qui est sorti de l'Assemblée nationale a été retouché, modifié au niveau des autres institutions. Honoré Naoum, oui. Je pèse mes mots, je dis que le processus de révision qui a été initié a été le plus long. Est le processus le plus long de l'histoire constitutionnelle qui a commencé le 31 octobre et qui a pris fin le 12 novembre au moment où le test final est rendu public. Premièrement, c'est le plus opaque. Pourquoi? Parce que ni vous, ni moi, personne n'était capable de dire avant l'ouverture de la procédure ce qui était en débat. Pendant, après l'adoption par le Parlement et après promulgation, personne n'était non plus capable de dire mais où est la transparence? La transparence non pas financière au départ, mais la transparence dans l'action publique, d'autant qu'il s'agit d'une constitution qui est la constitution probablement celle à laquelle les Béninois ont été plus attachés dans l'histoire depuis 1960. Je trouve que il y a une forme de profanation. Et quand j'entends les députés, eux-mêmes presque dans un état jouissif, il y a la une du déchaîné du jeudi, immédiatement après la révision, vraiment qui renseigne sur l'état d'esprit. Quand on voit 83 députés alignés... On sait que le Parlement a une session budgétaire. Est-ce que ça n'est pas une raison qui pourrait justifier un peu de cette procédure d'urgence qui a été adoptée pour finir vite et quand même s'occuper du budget? Mais, M. Selano, où est l'urgence? Si la révision avait, on va dire, abouti vers la fin, mettons, de ce mois-ci, s'il avait pris un temps d'explication, de pédagogie, si le gouvernement avait expliqué ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qui se serait passé avant? Où est l'urgence? Des actions de blocage, certainement. Mais de qui? Des acteurs comme vous. Mais non, pas du tout. Parce qu'on a connu deux échecs. Il y a des gens qui ont pris position, qui ont éclairé l'opinion publique. Attention, on a connu deux échecs au Parlement. Oui. On a connu deux échecs par les moyens prévus par la Constitution elle-même. Mais il n'y a aucun suspense à l'Assemblée. Il n'y a pas de suspense. On a suffisamment parlé de la forme, professeur Joël Aïvo. On va aller donc dans le test même pour parler, bien entendu, de la mouture de la Constitution qui nous a été proposée et adoptée et promulguée par le président de la République. Tout de suite, je vais sur la suppression de la peine de mort. Ça doit quand même
être une satisfaction pour vous en tant que professeur de droit? Bien sûr, à chaque fois qu'un texte est débarrassé de la peine de mort, on est... évidemment, c'est un... Je dis... c'est une bonne nouvelle. Vous dites chapeau, chapeau, non, c'est ça? Je ne dis pas chapeau, mais je dis la peine de mort était déjà sortie de notre dispositif depuis longtemps par la loi. Et il n'y a plus de tribunaux au Bénin qui condamnent. C'est bien de constitutionnaliser quand même. Si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Mais c'était déjà le cas. C'est une forme de redondance normative. Mais, si vous voulez, la peine de mort n'aurait pas justifié une telle profanation, si vous voulez tout savoir. D'accord. La question de la discrimination positive au niveau des femmes, l'article 26, pour ça, Joël Laivo, les partis politiques, on leur a tout le temps recommandé de le faire. Il ne le faut pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur contraindre quand même, les contraindre, j'allais dire, à travers la Constitution? C'est le pari qui a été pris. Je crois que d'ailleurs toutes les commissions de révision constitutionnelle ont toujours suggéré, proposé que si un jour le pays faisait l'option d'une révision constitutionnelle, que ce point fasse l'objet d'une attention particulière. Donc c'est un pari, on attend de savoir ce qui peut être fait, mais vous savez, la parité, ne tombons pas dans le piège de réduire la parité à la présence des femmes au Parlement. La parité, c'est également la présence des femmes au gouvernement. Et la parité, c'est la présence des femmes dans les hautes fonctions de l'État. La parité, c'est la présence des femmes dans les entreprises. Et là, ce n'est pas qu'une question de technique constitutionnelle. Là, c'est vraiment une volonté politique que, me semble-t-il, le gouvernement en place depuis lors n'a pas particulièrement exprimé. Sinon, dans le gouvernement, on aurait été bien heureux d'avoir plus de femmes. Et d'ailleurs, peut-être que la majorité actuelle au pouvoir aurait été encore sur cette question plus énergique, en montrant sa bonne foi, sa capacité à promouvoir les femmes et en nous disant maintenant que c'est au Parlement que le dernier verrou doit sauter. Or, au moment où je vous parle, le verrou doit sauter partout, au gouvernement, au Parlement, dans les conseils communaux et dans la haute fonction publique de l'État. Je sens une satisfaction à votre niveau par rapport à ce sujet-là. Je sais que vous aviez organisé beaucoup d'activités en direction des femmes pour leur promotion sur le leadership et autres. Mais est-ce que vous n'êtes pas embêté de voir qu'il faut d'abord augmenter le nombre de députés avant de trouver des places aux femmes? Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que ça ne devrait pas être une question d'obligation juridique. Nous, on a plaidé auprès des partis politiques, auprès des décideurs, pour qu'on fasse davantage de femmes aux places. Alors, si eux-mêmes, ils estiment qu'il faut mettre des chaînes juridiques pour y aller, attendons de voir. Alors, l'augmentation des députés? L'augmentation des députés, je sais que... On est passé là de 83 à 109. Non, je sais aussi que ça fait partie des idées qui étaient un peu dans le pipe, comme on dit. Des idées qui circulaient. Hein. Mais, M. Naoum, M. Salanon, je reviens sur ce que je vous dis dès le début. Il ne revient pas aux militants d'un parti politique d'augmenter le nombre de députés. Tout seul, dans le dos des autres et contre la volonté des autres. Qu'est-ce que ça va changer, ce point précis, si on invitait tout le monde au dialogue? Non. Qu'est-ce que ça va changer? Non, c'est important. Les 83... Vous allez refuser qu'on augmente? Non, pas du tout. Non, d'ailleurs, monsieur... Non, ma volonté ne compte pas. Moi, je ne suis que... Vous êtes un citoyen? Non, je suis un aviseur. Un sachant en plus de la Constitution. Non, j'aime pas le thème sachant parce qu'on ne sait pas plus que quelqu'un d'autre. Je suis un aviseur. Je suis un aviseur. C'est encore plus... Non. C'est encore plus compliqué que... Non, je suis un aviseur. Mais le mot sachant. Je n'ai pas à aller contre, je n'ai pas à aller pour. Je suis assis sur des idées, sur mes convictions, je les exprime. Tant que ça peut aider, pourquoi pas. Pour ça, Joël Laivo, on a toujours également plaidé de la longévité, pas de la Constitution, mais des députés à l'Assemblée nationale. La fonction présidentielle réduite à 2 mandats. On a quand même dit cette fois-ci pour les députés, il faut réduire à 3 mandats. C'est un point voilà, qui vous enchante ou vous avez également des objections à faire? Le Togo a fait la même réforme il y a quelques mois. Et je sais que la dernière fois, le professeur Théodore Olo, dans une de ses propositions, en appelait aussi à ce que les députés, en tout cas la fonction de député, ne soit pas une fonction à vie. Parce qu'on a de vieux députés qui sont là, qui ont le privilège, et c'est une chance d'être porté par une circonscription pendant autant de temps. C'est la marque de la confiance que les gens ont en vous, mais il est important que la rotation
gagne presque toutes les sphères de décision. Et le Parlement aussi ne devrait pas échapper à la nécessité d'alternance. Est-ce que c'est une réforme essentielle pour vous, profonde, ou bien ça n'aurait véritablement rien changé? Le fait de limiter le mandat des parlementaires. Non. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas le cas. Quand ils sont fatigués, ils vont se reposer. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans les grandes démocraties, quand le peuple vous choisit, il n'y a pas de limite en ce qui concerne les députés. Mais ce n'est pas la norme. Et chaque pays fixe sa norme et essaye dans une cohérence globale, dans le respect de son histoire, de sa sociologie, de trouver les solutions qui lui permettent d'asseoir sa stabilité. Le viseur, dans ce genre d'opération, dans une révision constitutionnelle, ce n'est pas tant de chercher à faire comme les autres. C'est au fond d'asseoir sa stabilité et de faire progresser davantage le pays dans la démocratie, le pluralisme. C'est pour ça qu'il faut chercher, non pas en allant dans les détails, mais avoir l'économie globale de ce qui a été fait. Est-ce que c'est une opération qui vise à propulser davantage notre pays dans le pluralisme, dans les libertés, dans la démocratie? Je pense que c'est à l'aune de cet objectif qu'il faut apprécier la révision ou réécriture qui a été initiée. Suppression de la peine de mort, discrimination au profit des femmes, augmentation du nombre de députés, limitation de mandats. Je vois professeur Joël Aïvo pas trop gêné, ça peut aller, même s'il fallait écouter les gens. Mais dès qu'on parle de parrainage, pour le président de la République, vous avez des problèmes. Vous êtes grippé. Parce qu'aujourd'hui, il est dit, selon les dispositions qui ont été prises, 109 députés, 117 maires, ça fait 186 personnes. Ce sont les grands électeurs qui sont en mesure de proposer à la nation tout entière le candidat ou les candidats qui devraient donc participer aux élections présidentielles. À ce niveau, vous êtes embêté. Pourquoi? Non, à ce niveau, je ne suis pas qu'embêté. À ce niveau, je suis malheureux et triste pour notre pays. Pourquoi? Parce que je considère que nous n'avons pas encore fait le deuil des dégâts, du traumatisme humain, moral, que le pays a subi lors des dernières législatives. Nous avons encore, excusez-moi d'insister sur ça, nous avons encore des corps de nos compatriotes qui n'ont pas encore été enterrés. Et je nous vois, tête baissée, travailler davantage à de nouvelles exclusions. Parce que, appelons les choses telles qu'elles apparaissent. Le parrainage, le système de parrainage qui a été inventé, c'est l'autre nom du certificat de conformité. Le parrainage qui a été initié est, et je voudrais vraiment, avec tout le respect que je dois au chef de l'État, lui dire que les réformes qui sont initiées, portées par les députés, mais promulguées par lui, particulièrement celles-ci, elles sont mortifères. Ce sont des réformes, et je souhaite ne pas avoir raison. Ce sont des propos quand même graves. Hein. Je souhaite ne pas avoir raison. Mortifères. Mortifères. Sur le plan politique, vous voulez dire sans doute. Non. Je souhaite ne pas avoir raison. Je suis fatigué d'avoir raison. Je souhaite ne pas avoir raison. Ces réformes, particulièrement le parrainage, conduira notre pays, une nouvelle fois, dans une zone de turbulence, parce que c'est un mécanisme d'exclusion, c'est un mécanisme d'érosion du pluralisme, c'est un mécanisme, au fond, destiné à empêcher la compétition. Vous trouvez normal, est-ce que le pays a d'ailleurs fait cette option? Vous trouvez normal que 160 personnes décident à la place du pays de qui parmi nous mérite sa confiance? Vous trouvez normal? C'est un changement fondamental. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, c'est un changement fondamental. Vous trouvez normal que 160 personnes soient désignées pour choisir à la place des Béninois qui méritent
de présider aux destinées du pays, même si au fond, les populations feront leur choix plus tard. Mais c'est un choix parmi ceux qui auront été présélectionnés par un comité de grands électeurs. Quand je dis c'est un choix fondamental, c'est un choix qui ne peut pas être fait par quelques-uns. C'est un choix qui ne peut pas être fait dans les conditions actuelles du pays. Et c'est un choix qui est inapproprié, qui est chrysogène en raison du contexte politique, notamment de ce Parlement que nous regardons en face depuis, sans savoir ce que nous allons en faire. Et donc, le système de parrainage, M. Naoum, M. Selano, je suis désolé, c'est le deuxième nom. On aurait pu aller au niveau des arrondissements, ou bien les chefs de quartier, ou les chefs de village, ou bien ne pas du tout en parler. Non. Il faut toujours parler, il faut toujours se parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit bien clair. L'état de loi, ce n'est pas l'état de droit. J'ai le sentiment que le Parlement béninois confond l'état de loi à l'état de droit. Le fait de mettre des dispositions dans la loi n'explique pas la justesse de ces lois et de ces mécanismes. Ce n'est pas parce que vous mettez dans la loi des mécanismes et des principes que pour autant c'est juste. L'état de droit, en revanche, qui est l'option que nous avons faite, l'état de droit consiste à savoir si oui, nous avons fait des options, mais est-ce que ces options sont compatibles avec la démocratie? Et est-ce que ces options font progresser le pays vers la démocratie? L'état de loi, c'est tout le contraire. L'objectif importe très peu. C'est juste que je mets quelque chose dans la loi et je l'oppose à mes adversaires. Ce n'est pas l'option que nous avons faite. C'est pour ça que, Monsieur Naoum, Monsieur Landry Selano, le parrainage, tel qu'il a été conçu, est chrysogène. C'est une technique d'exclusion qui a été faite par quelques-uns qui donnent le sentiment, au fond, d'avoir conçu toute la technique et toute la réforme pour eux et contre les autres. C'est pour ça que le consensus aurait été bon conseiller dans cette réforme. Pour ça, Joël Aïvo, on a toujours par exemple réclamé que les chefs d'État soient donc issus des partis politiques. Il faut renforcer davantage. On n'a jamais produit, aucun parti politique n'a jamais produit de président depuis 1990. Est-ce que ça n'est pas quand même un mécanisme pour sortir, pour corroborer, j'allais dire, renforcer la présence d'un candidat à l'élection? Mais, écoutez, c'est un objectif. Et je dis, on est en démocratie. Et c'est le peuple qui choisit. C'est les populations qui choisissent. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris depuis quelque temps, on a mis en place dans le pays, mais vraiment des mastodontes. Il y a des partis qui eux-mêmes ont dit qu'un géant est né. Et nous avons au Parlement vraiment deux partis dominants. Que s'ils étaient si forts, en principe, ils mettraient la main sur toutes les institutions, démocratiquement. Et vous pensez que c'est quelqu'un comme Honoré Naoum, comme vous-même, M. Selano, qui irait défier des machines comme ça, qui eux-mêmes ont déclaré qu'ils étaient nés avec les dents, qui ont des financements? C'est aux populations de choisir. Et c'est ça la démocratie, c'est ça la loi de la démocratie. Donc le parrainage ne devrait pas exister, selon vous, non, pour moi, dans le contexte actuel. Pour moi, le parrainage tel qu'il a été, conçu, dans le contexte actuel, c'est mortifère. C'est mortifère et il ne peut rajouter que de l'huile sur le feu. Alors, que pensez-vous du poste de vice-président qui a été créé? Est-ce que ça bouleverse le régime qu'on a toujours pratiqué dans notre pays? Est-ce que ça change profondément la première question la vie démocratique? La première question que je me suis posée, c'était de savoir, c'est sur la base de quel diagnostic? Le vice-président a été créé au Bénin sur la base de quel diagnostic? C'est vraiment pour moi comme un... Ça permet au moins d'organiser aujourd'hui la vacance du pouvoir. C'est un mot-choix ou quelque chose que le magicien sort de son chapeau.
le vice-président, c'est sur la base de quoi? Parce que vous avez dit que ça permet de gérer la vacance de pouvoir. Oui. Mais depuis 30 ans, la vacance de pouvoir s'est présentée combien de fois? Combien de fois avons-nous eu besoin? Mais le constitutionnaliste que vous êtes doit être futuriste quand même. Très bien. On peut vivre ça. Soyons futuristes. Il vaut mieux organiser. Non, soyons futuristes jusqu'au bout. Oui. Mais pour tirer les enseignements d'une norme, les enseignements d'un mécanisme, il faut bien l'avoir rodé. Combien de fois nous avons eu besoin d'aller chercher le président de l'Assemblée nationale pour remplacer le président de la République? Et combien de fois avons-nous eu besoin d'aller chercher, en cas de procédure judiciaire, le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, pour remplacer le président de la République? Dieu nous a aidés, on a toujours eu des chefs d'État en bonne santé, mais un coup de route, on peut quand même en trouver. Donc, il faut prévoir. Donc, on n'en a jamais eu besoin. En revanche, l'explication que j'ai écoutée, c'est parce qu'il faut tenir le calendrier des élections générales. Justement, qu'il n'y ait pas de faille sur l'alignement des mandats. Qu'il n'y ait pas de faille, que le vice-président apparaît. Mais vous imaginez qu'on fait autant d'efforts pour faire apparaître un homme qui est élu, au même titre que le président de la République, et qui est sans attribution, et qui ne peut servir à décorer, qu'à accrocher des médailles, les personnalités au cou de personnes. En quoi ça vous gêne? Et qui Oui. M. Naoum, en plus, lui, qui a été élu au même titre que le président de la République, il peut être destitué à l'initiative de son colisté. Les deux ont été élus. Ça se trouve, le vice-président a rapporté plus de voix que le président. Mais le président peut s'en séparer. Vous savez... Mais s'il décide d'embêter le président, vous savez, qui est le président de la République. Vous savez, j'ai vu des choses. Oui. Le sentiment que tout ça me donne, c'est un sentiment de bricolage. Parce que tout ne tient pas. Et d'ailleurs, l'explication qui a été donnée, je crois pas un membre de ceux qui ont conçu la réforme, c'était que le président de la Cour constitutionnelle ne peut pas suppléer l'absence de président, il ne peut pas assurer l'intérim parce qu'il n'est pas élu. Mais vous savez qu'à la fin, au bout du bout, parce que le raisonnement humain, ce n'est pas le raisonnement de Dieu, l'intelligence humaine n'est pas infinie, seul Dieu a les solutions les plus imparables. Quand vous lisez la Constitution, au bout du bout, le vice-président, défaillance sur défaillance, il peut ne pas être élu. À la fin. Mais je pensais que c'est parce qu'il fallait quelqu'un qui a notion des populations que le poste de vice-président est créé. Donc il va falloir corriger ça. Donc M. Naoum, pour finir, c'est que je considère que le poste de vice-président, ce n'est pas un besoin du pays, c'est peut-être un besoin exprimé ailleurs, mais qui n'est pas ressenti par le pays. On va vite progresser pour évoluer compte tenu du temps. Justement, l'article 145 nouveau, professeur Joël Aïvo, parle désormais de la ratification des accords de financement et également de préparer le président de la République qui rend désormais compte au Parlement 90 jours après. Votre avis, votre appréciation? Non, j'ai jamais été d'accord avec cette lecture. Nous sommes en démocratie, il y a une séparation des pouvoirs. Je n'ai jamais souscrit à cette idée. Jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis pas convaincu de la pertinence. Je ne suis même pas convaincu de ce que c'est un mécanisme qui peut exister. Quel piège ça peut contenir? Dans un dispositif démocratique. Quel piège vous suspectez? Non, je ne veux pas rentrer dans des procès d'intention, mais je considère juste que nous sommes un pays moderne, nous sommes un pays démocratique, qui pratique la séparation des pouvoirs, et qu'il ne revient pas au président de la République de s'occuper de ses attributions à la place du Parlement. Même si le Parlement n'a qu'un rôle de constat, un peu comme un initié qui constate les dégâts après coup. Vous parlez de l'acteur, certains acteurs politiques évoquent par exemple que quand il y a parfois certains financements qui viennent, il n'y a pas une certaine célérité, il y a des financements que le Bénin perd du fait de ce mécanisme, et pour aller un peu plus vite, il faut que le chef de l'État ratifie rapidement et informe le Parlement. Est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est tenable selon vous? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. L'argument ne m'a jamais convaincu dès le début. Jamais. D'accord. On parle de ceux qui quand même ont adopté la Constitution, la nouvelle Constitution, 83 députés.
vous continuez toujours à refuser ou à rejeter leur légitimité. Pourquoi? Non. Ce Naoum, parce que depuis le début, on sent que vous êtes gêné de voir que ce sont eux qui... Mais je ne refuse pas d'accorder la légitimité à ce Parlement. C'est pas moi, c'est pas une question personnelle. C'est quoi la légitimité? La légitimité, c'est le degré de tolérance, d'acceptation d'une institution, d'une norme. La légitimité dans votre famille, est-ce que vous êtes accepté naturellement, normalement? Est-ce qu'on vous prend pour ce que vous devriez être? C'est ça, la légitimité. Est-ce que vous pouvez changer au fil du temps? Deux choses. Oui. La légitimité du Parlement, de la 8e législature, est érodée pour moi par deux choses. Érodée par deux choses. Je vais aller très vite. Oui, allez-y. Mais il est important qu'on comprenne l'état de choc du pays après les révisions successives de la Constitution et du Code électoral. Pas ce Parlement. D'abord, dans son élection, c'est la législature, c'est le Parlement le moins élu de l'histoire du renouveau démocratique. Moins d'un électeur sur 4 ont voté pour eux. C'est le Parlement le moins élu de l'histoire du renouveau démocratique. C'est très important, première chose. Deuxième chose, c'est probablement, et j'espère que c'est le dernier, le Parlement installé manu militari. Plus que ça, pour leur élection, pour les installer, nous avons payé le prix fort. Une guérilla urbaine en plein cœur de Cotonou, au cœur des institutions, et plus tard, des morts. Deuxième chose, deuxième point. Dans leurs actes, parce qu'ils peuvent ne pas avoir été responsables de leur élection et se rattraper par les actes. Je considère que ce Parlement a raté plusieurs occasions de se mettre au service du pays. Première occasion. Regardez ce que nous vivons avec le Nigeria. La crise, qui est une crise économique. On a beau ne pas communiquer les chiffres, même si l'État ne dit pas ce qu'il ressent, les populations ressentent quelque chose. Pas un seul député, pas un seul, sur les 83, pour poser au gouvernement, comme ça aurait été le cas dans tous les parlements démocratiques, pour poser même une question la plus courtoise. Quelles sont les dispositions que vous prenez, monsieur le ministre des Finances, pour juguler la crise ou les conséquences de la fermeture des frontières? Pas un seul. Peut-être c'est fait dans les couloirs, pas publiquement. Ensuite, oui. La 8e législature ne s'est jamais intéressée officiellement aux dégâts causés par leur élection. Je dis les morts, les incidents, et plus que ça, même avec les dégâts de la loi sur l'embauche, les licenciements, jamais le Parlement n'a organisé la moindre interpellation, n'a posé la moindre question. Et en agissant comme ils ont agi, de se dresser comme un seul homme, 83 députés, dressés comme un seul homme, pour réviser la Constitution, pour réviser le Code électoral, avec un contenu non débattu, ils ont donné le sentiment, et certains le disent, qu'ils sont plus au service d'un homme que des 11 millions de Béninois. Et pour ce jour, on est tenu également par le temps. Dites-nous, vous êtes expert constitutionnaliste, est-ce que c'est fini, on n'a plus une autre alternative, la Constitution a été révisée, qu'est-ce que vous proposez, ou bien le verre est définitivement tiré, il faut le consommer? Non. Moi, je ne fais pas partie de la race de ces juristes qui constatent la restriction de l'offre politique, le verre tiré. Moi, monsieur Selano, j'ai pas été à l'université de Bagdad. Non, ne rigolez pas. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Je n'ai pas fait du droit à l'université du Kazakhstan. Je suis un enfant de la conférence nationale. J'ai fait l'université d'Abomey-Calavi après la conférence nationale. Mieux, j'ai fait les universités françaises cueillies de grande liberté et de démocratie. Donc, le droit que je défends est un droit profondément
démocratique. Je ne peux pas dire que le vin est tiré, il faut le boire. Parce que si on le boit tel qu'il est tiré, on risque de faire une indigestion. C'est pour ça que je dis souvent au chef de l'État, au président de la République, lui, il a été élu, son élection ne souffre d'aucun doute. Il est notre chef d'État. Nous l'avons choisi pour ça. Lui seul. C'est votre cœur qui parle? Non, c'est pas. En tant que citoyen, je parle au président de la République. Que je souhaite que lui, il aide le pays à sortir de l'impasse. Que les réformes qui ont été adoptées, ces réformes, pour moi, contribuent à la dégradation des conditions de paix et de sécurité dans le pays. Et je considère que seul le président de la République peut prendre ses responsabilités et nous aider à mettre à plat, à discuter. Nous ne ferons jamais l'économie d'un dialogue. Pour finir, parce que j'ai pris cet engagement. L'autre jour, j'étais sur le terrain, à Avrancourt. J'ai rencontré un vieil homme, près de 100 ans. Et il m'a raconté une histoire et me charge de la raconter en grandeur nature. Il me dit qu'un jour, un homme est allé consulter l'oracle. L'oracle lui dit, va consulter l'oracle sur son avenir. L'oracle lui dit, vous allez mourir de la chute d'un toit. Ah bon? Vous allez mourir de la chute d'un toit. Pour échapper à son destin, ce qu'il a fait, il a décidé de quitter l'agglomération, de quitter chez lui et d'aller vivre quelque part où il n'y a aucun risque de mort du fait de la chute d'un toit. Il va donc vivre à la plage. Il s'installe à la plage, il fait tout à la plage. Un jour, évidemment, vous convenez avec moi, à la plage, il n'y a quasiment pas de risque. Le risque est zéro qu'un toit chute et le tue. Mais un jour, pendant qu'il était allongé, un aigle qui a fini de consommer sa proie, survolant la mer, a lâché le reste qui n'est pas comestible. C'était quoi? C'était une tortue dont la carapace, qui est le toit de la tortue, a chuté sur sa tête et cet homme est mort. Ça veut dire quoi? La leçon qu'il m'a enseignée, c'est que, en vérité, on échappe rarement à son sort. La sentence de l'oracle, dans cette histoire que je viens de vous raconter, c'est à peu près la sentence du peuple. Lorsque le peuple apparaît en majesté, il met tout à plat. Et donc, j'invite très respectueusement le chef de l'État à ne pas davantage boucher les canaux d'aération et de respiration de la démocratie, de ne pas brider l'expression de la volonté populaire, de laisser, d'écouter ce pays. Nous sommes un pays magnifique. Le monde est malheureux de ce qui nous arrive. D'accord. Pour finir, que cache votre activisme hors champ universitaire? Juste en 30 secondes. À l'extérieur? Ah oui, on vous voit sur le terrain maintenant. À l'extérieur ou au Bénin? Vous nous préparez quoi? Oui, en 30 secondes. Non, rapidement. Comme je vous ai dit, je suis un constitutionnaliste de terrain. Même en allant à Parakou, visiter les dames. Bien sûr, même en allant à Parakou. C'est vrai, j'échange beaucoup avec nos compatriotes parce que je suis rentré dans la vallée, on vous voit souvent. Je suis rentré dans un dialogue itinérant avec nos compatriotes. Je vis avec le pays, les battements du cœur du pays, mais au fond, je pense que comme moi, vous aussi, vous réfléchissez chacun à comment vous pouvez payer votre dette à ce pays. 2021 serait-il dans le viseur de Joël Aïvo? Élection candidat présidentielle. Nous sommes à plusieurs mois avant l'élection. La seule chose qui est une certitude, je vous le dis très clairement, c'est que chacun réfléchit à comment il peut davantage être utile à notre pays. Un seul mot pour conclure, pour finir. Non, je vous remercie. Je remercie Sika TV pour cette tribune que vous m'offrez. Et je fais confiance à la résilience de notre pays, à la résistance de ce pays. Et je fais confiance, je dois l'avouer, vraiment, à ce pays qui, malgré tout, exprime ce qu'il a exprimé. Et je n'ai aucun doute que
les autorités publiques tireront les conséquences nécessaires de cette vague qui monte. Merci à vous. Professeur Frédéric Joël Aïvo, vous êtes constitutionnaliste et vous étiez donc sur ce plateau pour parler des réformes après le dialogue politique. Le constitutionnaliste a donné son avis. Landry Salanon, merci. Oui, merci, Honoré Benjamin Nahou. Et très bonne suite au programme à vous, chers téléspectateurs.